Recoucou mes elfes pour la quatrième partie, toujours sur la chaîne L'Oracle d'Ambre Davina, la magie d'un couple fée. Voilà, alors pour cette quatrième partie, donc Paul-Éric va vous parler de son constat, du fait d'avoir travaillé en France, au Québec, de ce qui se passe en France, de ce qu'il en pense et de ce qu'il faudrait faire. Alors voilà, donc pour en terminer avec le Québec, vous voyez que ça a été des années extrêmement intenses, extrêmement riches, extrêmement plaisantes, hein. Donc c'était vraiment excellent. Voilà. Je rappelle que les congés payés sont 15 jours au Québec, hein. Si vous voulez prendre plus, c'est des congés mais non payés. Alors après, c'est tout à fait négociable, vous faites plus et puis vous récupérez un jour d'impôt. Donc voilà. En France, c'est l'inverse. Quand je suis revenu, je suis tombé de haut. J'aurais pas dû revenir, hein, je le dis toujours. Bah, si, ça m'a permis de rencontrer mon épouse, c'est évident. Ça a été le choc. J'ai pas compris que ça s'était autant dégradé en France. Quand tu dis dégradé, tu peux expliquer à quel niveau ce qui t'a choqué le plus? La société, l'état de la société, c'est-à-dire le fait que l'indifférence. On n'est plus dans l'individualisme, on est dans l'indifférence. Voilà. Le besoin de, de déshumaniser constamment. Là encore, je vais comparer. En France, on dit services sociaux. Là-bas, c'est les centres jeunesse, les centres de la jeunesse. C'est des centres de réadaptation, le gouvernail, l'escale, les non-parles. C'est pas des maisons de retraite ou des EHPAD. C'est des maisons des aînés. Voilà. Donc on humanise, c'est très très humanisé. En France, on déshumanise par les noms. On parle d'éducateurs référents ici. Au Québec, c'est des éducateurs parrains. Voilà. Le nom montre la conception. Donc tout est changé, c'est très humanisant. En France, c'est l'inverse. C'est une administration qui déshumanise. Parce que la conception déshumanise. Et ça, c'est depuis la Révolution française. Voilà. La lutte contre la religion catholique fait que on ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'aimer, on ne parle pas de tout ça. Voilà. Alors qu'au Québec, c'est au centre. Et c'est un État laïque aussi. Parce que la psychanalyse nord-américaine, les deux grandes différences, la psychanalyse freudienne et lacanienne, Lacan était français, mais il a poussé, il a travaillé aussi avec Freud, il a poussé un petit peu les conceptions de Freud. Bon, Freud était insatisfait, hein. Il va créer inconscient, conscient, subconscient, moi, sur moi, etc. Mais il ne trouvera jamais de système qui lui convienne dans l'architecture psychologique de l'individu. Et pour Freud, le principe de base, c'est que tout est fait, l'être humain réagit, l'être humain est programmé pour la survie de l'espèce. Donc la sexualité et la survie de l'espèce. Les Nord-Américains découvrent, grâce aux éthologues, que ce n'est pas la survie de l'espèce qui est prioritaire, mais c'est le lien affectif qui est prioritaire. Et ça, je l'ai déjà expliqué, parce qu'ils le découvrent déjà chez les animaux. C'est-à-dire que chez des simples canards aux oies, espèces de canards aux oies, les couples sont à vie. Et dans certaines espèces, s'il y a un des deux conjoints qui meurt, celui qui reste ne va pas reprendre un nouveau conjoint. Donc c'est plus la survie de l'espèce qui est prioritaire, mais bien le lien. Donc si c'est valable chez des oies et des canards, c'est peut-être aussi valable chez l'humain. Donc effectivement, ça change complètement la conception de la psychanalyse. Ce qui fait qu'on a découvert beaucoup de maladies de bébés, d'ailleurs, on a solutionné beaucoup de maladies de bébés grâce à la psychanalyse nord-américaine. Voilà. Donc en France, on a une laïcité anticléricale. Lutte contre l'Église catholique, parce que l'Église catholique faisait partie. Les hauts membres, hein, pas le prêtre de base qui, lui, était aussi pauvre que les paysans du village. Hein.
Bon. Mais effectivement, les évêques et tout qui étaient nommés par le roi et approuvés par le pape, ce pays, qui avait ce privilège, c'était des nobles, etc. Sauf à partir de Louis XIV, où à la fin de son règne, ni les ministres, ni les évêques, ni tout ça sont nobles, mais ils sont bourgeois. Voilà, vraiment, la noblesse, il est traumatisé par la guerre civile qui a été... c'est pas vrai, avec Mazarin. Bon, bref, qui était une guerre civile qui a ruiné la France, qui a fait beaucoup de morts. Et donc, il veut absolument neutraliser la noblesse. D'où Versailles, d'ailleurs. Donc, on a cette conception, le mot amour, aimer, tabou, machin, truc. On traite les gens comme des machines, quoi. On le voit quelque part avec ce qui se passe actuellement avec le Covid-19, les différentes démarches des différents pays. Bon. Alors, je vous parlais justement du Sénégal, et le Sénégal a une troisième vague très dure. Ils n'ont pas eu de deuxième, en fait. Et enfin, ils font face comme ils font face à la première. Je vous parlais l'autre fois que le Sénégal avait été un exemple. Et là, avec le virus Delta, c'est assez terrible. Mais ils fonctionnent ensemble, tout le monde s'y met. C'est-à-dire les imams parlent, etc. Parce qu'il y a eu une vague importante par rapport à la fête de l'Aïd. D'Aïd, la fin du Ramadan. Ces dernières semaines, donc il y a eu beaucoup de rassemblements familiaux, de groupes, et ça a déclenché. Donc en fait, les imams parlent, éviter les regroupements et tout. Ils ont une façon de fonctionner qu'on n'a pas encore. En France, c'est centralisé, c'est pas gênant en soi, mais c'est très administratif. Les Français, depuis la Révolution, quelque part, sont les ennemis. Le peuple est l'ennemi. Et il faut absolument le maîtriser, etc., faire les choses sans qu'il sache, etc. Et ma foi, si l'État s'occupe de jeunes, c'est très bien si toute sa vie il ne s'en sort pas, parce qu'il est à la charge de l'État. Donc celui-là, on l'a entre guillemets en main. On l'a en main, rien du tout, mais bon. Donc on est vraiment dans un principe de décadence. Et si on parle autant de liberté, c'est qu'en fait on ne la vit pas. Parce que on a plein de tabous en France. La pédophilie, on est un. Donc on ne fait pas face à ce qui arrive. C'est-à-dire que la notion de responsabilité qui sous-tend un bon fonctionnement d'un individu, d'une famille, d'une société, etc., étant à s'estomper. Pour pouvoir manipuler les gens, les maîtriser. Et ça commence avec Mitterrand. Oui, tout à fait. Ça commence vraiment avec Mitterrand. Macron, quelque part, est très lucide quand il avait dit les premières années, je ne peux pas rattraper 40 ans d'un coup. En disant 40 ans, il plaçait bien le départ Mitterrand. Qui se rassure, il les a rattrapés en conneries. Donc il était très lucide là-dessus. Donc la société française va mal depuis la Révolution, parce que c'est des idées qui sont totalement biscornues, les idées révolutionnaires. C'est un sous-idéal par rapport aux valeurs de l'Évangile. On a les droits de l'homme, je vous rappelle que ce sont les droits de l'homme, les droits de la femme, que Madame, j'ai oublié le nom, écrit en 1791, elle est guillotinée 18 mois plus tard, je crois. Non, donc les droits de la femme n'existent pas, ce sont bien les droits de l'homme. C'est une connerie monumentale, parce que de toute façon, ils ne sont pas appliqués. Et parce qu'on n'oublie pas le mot de Danton, maintenant c'est à nous d'en profiter. C'est-à-dire ceux qui ont l'argent, la bourgeoisie. Donc dès le départ, il y a un idéal, mais qui mène nulle part. Le principe d'un idéal, c'est qu'on sous-tend à l'atteindre en sachant qu'on ne l'atteindra jamais. Alors que le principe des valeurs évangéliques, c'est de les vivre. Donc d'atteindre, puisqu'on en vit. On vit ces valeurs, qui vont beaucoup plus loin que les valeurs des droits de l'homme. Puisqu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les droits de l'homme, c'est la notion de partage. C'est l'État qui organise le social et tout, c'est très bien. Mais il devrait y avoir des choses spontanées pour que les gens puissent aider leurs voisins, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais actuellement, on a peur. Moi, j'ai connu l'époque, quand j'étais petit, où on ne fermait pas forcément la voiture à clé quand on allait faire les courses. On prenait la clé, simplement. Ni les maisons. On le voit d'ailleurs dans le fait entrer l'accusé d'Alain Lamar, le tueur de l'Oise.
Pourquoi ils volent autant de voitures? Parce que les gens, ils se garent sur un parking, et ils ne ferment pas la clé, et ils laissent la clé sur le contact. Ah, c'est inenvisageable actuellement. Moi, quand j'étais au Québec, c'était ça. Hein. Bon, maintenant, les voitures se ferment à clé automatiquement avec les principes des cartes. Vous éloignez, ça ferme automatiquement à clé. Mais Jean garait la voiture, il la fermait pas à clé. Voilà, c'était bon, à Toronto, c'était encore pire. Les gens fermaient pas leur appartement, alors que Chicago était quasiment en face. Mais Chicago, vous aviez 4 crimes par jour. Toronto, vous en aviez 4 par an. D'ailleurs, pour ça que les anglophones, c'est une des raisons qui font que les anglophones ne supportent pas les États-Uniens. Hein. Si les Québécois sont anti-États-Uniens comme on peut l'être en France, avec raison, parce qu'ils ont une frontière commune et c'est pas simple. Les anglophones, c'est bien pire. Ils ne supportent pas les États-Uniens. Hein. C'est presque de la haine. Hein. J'ai posé une question très dure parce que je me doute de la réponse. À Chaya, tu vois ce qu'ils font de tout joujou. Ils l'ont démonté. Le pourcentage de réussite en France sur les jeunes. Dans le social, on les a pas. On n'a pas les vrais chiffres. Ça fait des années qu'on n'a pas les vrais chiffres. Et pour toi, moi, avec ce que tu as travaillé, exemple dans ton dernier foyer à Fleury. Si je réfère où j'ai travaillé à la PJJ, non, c'est pas le dernier, c'est que j'ai travaillé. Ah oui, c'est oui. À Fleury, on était à 100% d'échec, donc le problème est simple. Ouais. Alors j'avais dit, quand il m'avait dit, parce que c'est l'État, donc on convoque chaque employé chaque année pour dire ce qu'il pense, si ça va. Et puis on met ça dans un classeur, on n'y touche pas. Et il m'a demandé qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire. Alors je dis fermer le centre à ce niveau-là. Et pour le coup, alors que Sarkozy fermait des UHD, c'est-à-dire les établissements qui s'occupent de... Tu sais, quand les éducateurs viennent chez les gens. Les AEMO. Oui, les AEMO, etc. Action éducative en milieu ouvert. Et qui laissait les internats, à Orléans, il a fait l'inverse. Il a fermé l'internat et il a laissé le centre, l'UHD. Mais c'est problématique parce que ces jeunes, il faut leur rendre des comptes. C'est des bombes à retardement. Oui. Ces jeunes vont devenir adultes, mais parce qu'on parents à leur tour. On est dans le principe de mai 68 qui a aggravé la révolution. C'est-à-dire mai 68 fait tout pour infantiliser les jeunes le plus longtemps possible dans le but de garder le pouvoir. Les 68ards qui depuis 10-15 ans sont au pouvoir politique et économique, ils ne veulent pas laisser la place. Hein. Alors 70, 75, 81, Cohn-Bendit, il est toujours député, il ne veut pas lâcher. Je vois pas où ils font différence. Alors tu peux rappeler ce que Cohn-Bendit dit publiquement, hein, c'est ta vidéo. Je sais pas, le rappelez-moi. Cohn-Bendit est un pédophile, alors je m'avance pas, hein, il l'écrit. Il écrit. Hein. Il l'écrit dans son livre et il raconte qu'il adore se faire déshabiller par une petite fille de 3 ans ou se faire caresser par un petit garçon de 4 ans. Et les vidéos sont sur YouTube où il le dit. Alors il le dit à des journalistes, les Suisses, ils sont rentrés dedans, les Polonais aussi. Il le dit en interview, il l'écrit dans son premier livre qu'on trouve sur Internet ou ailleurs. Donc c'est pas. Moi je reprends ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Hein. C'est tout. Je peux même vous citer la page si vous voulez. Hein. Donc c'est lui qui le dit. Donc il y a eu mai 68 qui était quand même délirant. Hein. Il y a eu une espèce de charte qui a été signée demandant la légalisation de la pédophilie, dans lequel on fait partie un certain nombre d'artistes et d'écrivains, dont Jean-Paul Sartre. Ne me parlez plus de Jean-Paul Sartre. Qui a été un des signataires de cette charte pour légaliser la pédophilie. Donc on est dans on dépasse la folie de la révolution sur certains plans en mai 68. Alors pourquoi Cohn-Bendit est leader? Parce que lui, justement, il veut, en tant que pédophile, il est travaillé par ça, donc il veut légaliser. Ça ne lui convient pas que ce ne soit pas légal. Alors, et il est toujours député, hein, il n'est pas mieux. D'ailleurs, vous trouvez sur Internet des séances au Parlement européen où des gens qui le côtoyaient depuis étant jeune, il y en a qui lui rentrent dedans, qui lui dit quand même, tu es en train de prêcher le contraire de ce que tu disais étant jeune. Toi, un des leaders de mai 68 et tout, tu me sors ça, tu me rembarres. Moi, au moins, j'ai gardé mes souhaits et mes valeurs quand j'étais jeune, mais il lui dit, là, tu dis le contraire, où t'en es, toi? Donc c'est quand même intéressant. Hein. Donc on voit bien que les 68ards qui prônent la liberté, etc., et la liberté sexuelle, alors c'est pas une liberté sexuelle, hein, parce que
il n'y a jamais eu autant de viols que maintenant, aussi bien d'hommes que de femmes. Il y a la pédophilie, c'est pareil. Enfin bon, donc ils se sont trompés. Ils l'ont cherché, mais ce qu'ils appelaient liberté sexuelle, c'était libertinage et déviance sexuelle. Donc on n'est pas du tout, on est très très loin de la liberté sexuelle. Oui, puis qu'est-ce que ça veut dire, liberté sexuelle, quand ça veut dire que tu peux violer un enfant? Enfin, non. Voilà, Enfin, c'est pour ça que voilà. c'est libertinage et déviance, mais c'est pas liberté sexuelle. Aucune liberté ne se conçoit sans le respect. Hein, le grand principe fondamental de la liberté, c'est la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Moi, dans leur conception de la liberté sexuelle, les 68 heures, je n'entends pas ça. Donc c'est déviance, libertinage, mais pas liberté sexuelle, puisque ça va se dégrader. Il faut qu'on ait actuellement, plus de 50 ans après mai 68, il faut qu'il y ait des associations de femmes et tout qui se constituent, ou des gens qui témoignent comme Maxime pour dire ce qui se passe, parce qu'il n'y a rien qu'à changer, au contraire, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Parce que nos 68 arts sont bien gentils, mais quand ils sont arrivés au Parlement, ils sont pas battus pour laisser la place aux femmes. Donc c'est bourré d'hypocrisie, mai 68. Ce qui est très bien, c'est ce que ça fait avancer au niveau ouvrier. Nombre d'heures de travail, de salaire et tout. Alors ça, oui, l'économie française avait tout à fait les moyens de l'assumer à ce moment-là. Donc c'est pas un problème. Au contraire. C'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle a laissé faire Pompidou gérer ça, parce que finalement il n'y voyait pas d'inconvénient aux revendications des ouvriers. Les étudiants c'était autre chose, mais les ouvriers non. L'économie française avait tout à fait le moyen, dans les conceptions de De Gaulle c'était ça. N'oubliez pas que De Gaulle il veut absolument que les gens sortent de leur misère. C'est quand même lui qui met l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Au niveau des jeunes, c'est lui qui établit les lois basées sur le fameux article 45 de protection de la jeunesse. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui crée le chômage, qui crée la sécurité sociale. En 1936, n'oubliez pas, on crée qu'un jour de vacances, on ne crée pas la sécurité sociale. Moi je dis toujours, mais quelle famille va déjà penser aux vacances des jeunes avant de ses enfants, avant de penser aux soins et aux soins médicaux? Donc ça montre bien l'esprit de 36. On est bien d'accord. Et l'esprit de la France. On est en droite ligne de la Révolution, on est à côté de la plaque. Hitler ne s'y trompe pas. La République de Weimar avait déjà commencé. Il y a les vacances, mais il y a la sécurité sociale pour tous. Pourquoi les Allemands vont accepter de se faire duper autant par les nazis? Parce que ce qu'il établit est intéressant. Il met la sécurité. Oui, il sait comment les berner. Il met l'assurance maladie pour tous, et c'est fictif. Il met les vacances pour tous, oui. Donc voilà, donc en France, on a beaucoup d'hypocrisie. De Gaulle établit tout ça. Mais en 1936, on met qu'un jour de congé payé. Les soins, alors que Pierre et Marie Curie ont quand même inventé la radiothérapie, etc., que la chimiothérapie est d'invention française aussi, mais ça, on n'y pense pas. La guerre 14-18, oui, va faire avancer, parce que notamment Marie Curie va concevoir des véhicules où on peut faire la radiothérapie et des radiographies. Donc va faire avancer, c'est la guerre. Mais la période de fait, c'est du délire. Et mai 68 est dans le même esprit. On est en dehors de la réalité. Et au niveau de la sexualité, c'est du hypertonnage de la déviance, jusqu'à cette charte signée par un certain nombre d'artistes et tout, ou de gens connus pour légaliser la pédophilie. Alors qu'on tait maintenant, hein, on commence seulement à en parler, dont Jean-Paul Sartre et d'autres ont signé. C'est pas clair du tout. Et on est dans le délire complet. Ce sont des intellectuels, on va dire haut de gamme, qui créent mai 68. Où voulez-vous que ça aille? C'est-à-dire des gens qui vont couper les cheveux en quatre, qui sont capables d'avoir une discussion de 4 heures qui va mener à rien. Ce ne sont pas des gens qui ont du bon sens pratique. Et si ça ne change pas, pour toi, ça va devenir quoi, ces jeunes? Ah ben si ça ne change pas, on est dans ce que Marthe Robin a annoncé. Elle le dit clairement, ce sont les jeunes qui vont se tourner vers Marie. Parce que les jeunes eux-mêmes, c'est eux qui vont prendre conscience que ça va trop loin. D'abord qu'ils sont manipulés,
depuis mai 68. Parce que vous comprenez bien que par office de liberté sexuelle, on emploie alors les teufs dans les écoles d'ingénieurs et tout, qui se terminent En orgie. en orgie, en tout ce que vous voulez et tout. Oui, mais où il y a une vraie sexualité. C'est-à-dire où il y a une sexualité irrégulière. Quand les jeunes, comme au Québec, qui se marient quand même plus jeunes et tout, quand vous êtes en couple, vous allez avoir une sexualité régulière. Donc à l'époque, moi, mes sœurs se sont mariées, elles avaient 20 et quelques années. Donc à partir de 19, 20 ans, etc., les Français, les générations d'avant, avaient une sexualité régulière. Depuis mai 68, et avec l'augmentation de l'adolescence, l'infantilisation des jeunes, l'augmentation de l'écart de l'adolescence. On est adolescent de plus en plus tard. Les jeunes n'ont plus ça. Ils ont une sexualité qui est vachement retardée. Donc il faut ça vite fait dans les boîtes et tout, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. Et sans respect de l'autre, que ce soit d'un côté ou d'un autre, oui, d'ailleurs. Et sans respect de l'autre. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec une sexualité de couple où vous allez vivre quelque chose de régulier, de constant, vous allez faire des jeux. N'oublions pas ce que Jean-Paul II, avant d'être Jean-Paul II, quand il était professeur à l'université de Cracovie, université catholique, et prêtre, qu'il avait écrit dans son livre, la sexualité a été créée par Dieu, c'est une joie du couple. Et c'est parce qu'il y a cette joie qui va amplifier l'amour qu'après il peut y avoir la naissance. Mais c'est avant tout une joie du couple. Où elle est là chez nos jeunes? Où les jeunes se marient maintenant en 30 et 35 ans. À partir de quand ils ont une sexualité régulière? Donc après la Révolution, mai 68 va jusqu'à faire dérailler les jeunes là-dessus et les priver de ça. Donc ça va très très loin. Donc la société française qui est la pire là-dessus, voilà. Donc Marthe Robin est très claire là-dessus, ce qu'elle annonce en 36, que je ne sais pas ce qu'ils ont, certains prêtres là s'amusent à contester et tout. Non, le père Finet s'est pas trompé, elle l'a dit à d'autres d'ailleurs. Ce que j'appelle les prophéties de Marthe Robin, qui étaient confirmées par un certain nombre de gens. Et je ne vois pas pourquoi ces prêtres, ces gens ont à contester, parce que c'est exactement ce qui se passe, quand elle annonce que les communautés... Et tu sais très bien que l'Église a toujours attaqué ses propres saints. Oui, que les communautés religieuses vont tomber, etc., mais qu'à l'image des jésuites, elles redémarreront. Donc c'est exactement le cas, que le nombre de prêtres va tomber, que les femmes vont prendre une part plus importante dans l'Église, etc. Enfin, je veux dire, elle annonce en 36, les séminaires sont pleins et tout, mais on y est. Depuis 15-20 ans, on y est. Donc voilà, et que la France tombera plus bas que les autres pays à cause de son orgueil, et dans sa détresse, ce sont les jeunes, parce que oui, les adultes sont partis dans le délire. Voilà, regardez les parents qui sont déresponsabilisés. Est-ce qu'on peut imaginer actuellement une manifestation, comme il y a eu presque 1 million de Français, ce qui a fait reculer Mitterrand, sur la nationalisation des écoles privées? Ce sont les parents qui avaient manifesté. Est-ce qu'on peut imaginer actuellement une manifestation avec 800 000 parents? Finalement, Mitterrand a gagné. Il a déresponsabilisé les parents. Il a établi un système communiste qui est dans les pays de l'Est où c'est l'État qui dirige les jeunes, où les parents n'ont quasiment plus de droit. Sauf, on les engueule si ça ne va pas. Là, on les culpabilise. Mais on ne les responsabilise plus. Donc tout ça, Marthe Robin l'avait annoncé. Et la façon dont la France se relève, c'est très parlant. Ce sont les jeunes qui se tournent vers Marie. Parce que les adultes, par la Révolution et après avec mai 68, sont tellement pourris, tellement irresponsables, sont tellement à côté de la plaque, que même le monde qui propose aux jeunes, les jeunes n'en voudront plus, trouveront que ça va trop loin. Et on le voit. Regardez cette jeune du nord de l'Europe, de 13 ans, pour l'écologie. Regardez l'inconscience des adultes actuellement qui veulent maintenir la chasse, etc., qui ne s'occupent pas comment sera la terre pour leurs petits-enfants. On n'a rien à foutre. C'est les jeunes qui s'en occupent. Mais enfin, mais où sont l'esprit parental et l'esprit grand-parental de penser avant tout à ses enfants, à ses petits-enfants, à sa progéniture, à ceux qui vont prendre le pas? Où c'est? C'est ça. Voilà.
regardez les gens quand ils réussissent, tout ce qu'ils pensent c'est acheter une grosse voiture et tout, donc il va consommer plus, polluer plus. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'ils pensent à laisser une terre à leurs enfants vivables? Ils s'en foutent. Mm. Ça ira bien jusqu'à temps que je meure. Après moi le déluge, en gros. Hein. Et si les personnes de 80-90 ans, actuellement, qui sont les derniers de la génération qui a connu la guerre et tout, si on veut quelque part les faire disparaître, c'est bien parce qu'ils gênent, parce que eux, ils réagissent. Plus que les générations d'après. Moi, je pense à mes parents, ça fait bien 30 ans, 40 ans, qui voient au niveau de la nature, au niveau des oiseaux. Je vois ma mère en parle depuis quasiment les années 80, mais on est en train de tout détruire, il faut arrêter. Et qui a modifié son comportement au niveau alimentaire, au niveau tout, depuis 90 ans, mais depuis bien 15-20 ans. Ouais. Voilà, ma mère est toujours quelque part révolutionnaire, mais parce qu'elle a le bon sens pratique. C'est la différence entre les intellos débiles, pour une part de mai 68, et les gens qui avaient le bon sens pratique. Quand les ouvriers s'y mettent, les syndicats, quelque part, on retombe dans une certaine réalité. Et notez que c'est quand même les syndicats qui sont à la botte à l'époque de l'Union soviétique, qui vont empêcher De Gaulle d'aller jusqu'au bout. Parce que ce que De Gaulle veut faire, qui n'a encore jamais été fait, va beaucoup plus loin que ce que les syndicats réclament. Quand De Gaulle veut que, à partir d'un certain stade, les entreprises, un certain nombre d'employés, il veut que les employés aient des actions dans l'entreprise et soient partie prenante quasiment à la gestion de l'entreprise, mais même les syndicats ne l'ont pas revendiqué. De Gaulle n'a pas pu l'établir. Il va très très loin. C'est vrai. De Gaulle. Alors quand il part, tu vas voir le général Massu, je crois, en mai 68, il part. Alors, ça, c'est très fin de sa part. Hein. Il part, il prévient personne. Où est le président? Ça jette un vent de panique, ça fait réagir les gens. De la manifestation et tout. Il est extrêmement adroit, De Gaulle. C'est un politicien hors pair. Bon, il faut savoir, on a seulement su depuis quelques années, et ça, on ne le dit pas trop, que il est important pour lui, pour se positionner dans sa réaction, il faut qu'il sache si l'Union soviétique va donner des ordres pour déstabiliser la France aux syndicats et au Parti communiste ou non. Et quand il revient, qu'il reprend les choses en main, c'est quand il a eu la réponse. Où effectivement les dirigeants de l'Union soviétique lui disent non, on vous laisse reprendre les choses en main en France, on ne donnera pas d'ordre aux syndicats et au Parti communiste pour accentuer la zizanie, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le Parti communiste et les syndicats sont aux ordres Bien sûr. de l'Union soviétique. Hein, on le voit déjà en 1940, pendant la guerre et tout, mais c'est le cas après. Et donc, quand il revient, il a cette certitude déjà. Donc, il sait qu'il peut agir. Il sait plutôt comment agir. Dernière question. Est-ce que le métier d'éducateur, malgré tout ça, te passionne toujours? Oui. Oui. Alors, en France, on a une formation d'éducateur. Pour tout, compris pour l'handicapé et tout. Vous faites votre spécialisation vous-même. Et puis, la formation de GE, éducateur jeune enfant. Au Québec, il y a cette formation de GE. Et il y a 3 formations d'éducateurs. D'accord. C'est-à-dire, il y a une formation un petit peu générale, il y a psycho-éducateur, donc très axé sur psychologie, pédagogie, etc. Et une formation sur la violence, qui manque en France. Hein. Moi, j'y étais il y a 20 ans au Québec. Hein. Ça fait déjà 10 années que ça y était. Et ils ont des outils qu'on n'a pas. Ils ont des gens qui sont... des métiers qui n'existent pas. Voilà. Qui analysent les situations et tout, qui sont très utiles. Ils ont des tests comme le test sur la violence, 50 questions, qui voudraient une cartographie intérieure de la violence chez les jeunes. C'est la même chose pour la toxicomanie. Ils ont développé des thérapies contre la violence, la toxicomanie, à partir de 11-12 ans. Nous, on n'a rien. C'est vrai. Je connais une post-cure dans le Nord qui est consacrée aux mineurs. Une. Et c'est le Nord. Donc voilà, et ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'au Québec, ce qu'on veut, c'est que le jeune s'en sorte. C'est ça. Donc il faut qu'il apprenne à aimer, il faut qu'il apprenne à se responsabiliser. Et la France est beaucoup trop orgueilleuse pour prendre modèle de toute façon. Ah mais la France ne veut pas entendre parler de l'amour. D'où le fait que l'orgueil a pris autant de place. Voilà.
Et puis en France, il y a quand même des choses qui vont pas. Au Québec, je crois que c'est un peu le principe états-unien, c'est-à-dire si ça change de parti, les hauts fonctionnaires changent aussi. Hein, chaque fois qu'il y a un nouveau président, etc., les hauts fonctionnaires changent aux États-Unis. En France, ils sont inamovibles, c'est-à-dire c'est une loi qui les a installés à cette place-là, c'est une loi qui les mettra à la retraite. Et ils ont des salaires mirobolants. On pensait qu'il y a des hauts fonctionnaires qui ont 30 000 € de salaire par mois. Plus que le double de ce que le président gagne. Je suis désolé, celui qui a la plus haute responsabilité, la plus haute fonction en France, c'est le président, c'est lui qui doit avoir le plus haut salaire. Alors on dit, on leur donne des bons salaires, c'est pour qu'ils restent fidèles à l'État et tout, mais il faut peut-être qu'on fasse des formations et qu'on choisisse des gens honnêtes. Parce que s'il faut qu'on les achète par leur salaire et les privilèges, parce que c'est des gens qui vont avoir un appartement de fonction. Et quand on dit un appartement de fonction, c'est pas 60 mètres carrés. Ces gens-là, ils ont des appartements de fonction de 200, 250 mètres carrés. On vient les chercher en voiture, comme mon cousin c'était. Et tout ce qui s'ensuit, enfin, c'est du délire. D'ailleurs, il y a un député qui chimue au niveau des appartements de fonction qui est au château de Versailles pour tout supprimer. Et les deux présidents de l'Assemblée s'y sont mis, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Ils ont rendu beaucoup de choses à Versailles. Si vous avez le seul amphithéâtre qui contient tout le congrès, je vous rappelle que le congrès en France, c'est se réunir en congrès, c'est le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Le seul amphithéâtre qui contient le Parlement en entier, le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est la salle du congrès à Versailles, qui est dans une ancienne cour, hein, qui est immense et qui doit contenir plus de 1000 places, je ne sais plus combien. Donc toutes les modifications de la Constitution se font là, etc. Et Sarkozy a instauré une ouverture où il s'adresse, comme aux États-Unis, au Parlement dans son ensemble, une fois par an à la rentrée. Ah, ma petite Cléo, bah oui. Mais le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont un très bel appartement. Ça, je vous le garantis. Très, très beau. Et donc ça fait déjà quelques années qu'on pouvait le visiter, et là ils ont rendu tout ça, et les députés avaient facilement des petits appartements, des petits logements, des machins qu'ils pouvaient avoir, qui prêtaient à l'un à l'autre. Donc tout ça là, depuis, je ne sais pas si c'est depuis Sarkozy ou Hollande, mais depuis ces dernières années, il y a eu des députés et les présidents successifs de l'Assemblée nationale du Sénat qui s'y sont mis, et qui ont trouvé ça injuste, et qui finissent par tout rendre. Et il y a des hauts fonctionnaires qui ont des appartements au château de Versailles, et c'est eux les plus durs à rendre. Donc, oui, ma petite Cléo, qu'est-ce qu'il fait, ma Cléo? Oh là là. Qu'est-ce que tu fais, papa? Oh, il leur pote sa petite Cléo. Bon, oui, mamie. Eh ben, merci pour voilà. ce... Donc il faut revenir à du bon sens. Et il faut replacer l'amour, le partage, qui ne sont pas du tout dans la devise française liberté, égalité, fraternité, qui sont des mots très généraux qui ne veulent rien dire. Il faut revenir à ces mots-là, c'est-à-dire aux valeurs évangéliques qui vont beaucoup plus loin que les valeurs de la Révolution. Ben, merci beaucoup. À bientôt. En tout cas. Et on vous donne le temps de regarder toutes les vidéos. Voilà. Et on fera un live où vous pourrez poser directement toutes vos questions, si vous en avez d'autres. Voilà. À Paul Éric. Après Maxime. Voilà, après Maxime. Parce que les formations d'éducateurs ne sont pas à la limite si mal faites que ça. Mais l'état d'esprit est très mauvais. Ça, l'état d'esprit est le reflet de l'état d'esprit de la société. À très bientôt. Gros bisous mes amours, je vous aime. À très vite, soyez bénis. J'ai coupé les ficelles parce qu'il joue avec en fait. Donc,